celui-là, c'est très bien de le mettre en on est hauteur. d'accord. C'est ça, Voilà. on est d'accord. Parce qu'au départ, je l'avais mis aussi comme ça, mais vu qu'il y a une petite voilà, ça marche. voilà là où il faut. C'est pour ça que je vais d'abord faire celui-ci, Oui. ensuite Oui. celui-là, et au final, je fais les deux ensemble. Donc, ça, c'est l'œuvre de la collection du ministère des Affaires étrangères qui est en général visible par personne, comme on sait, qui est au premier étage de l'ambassade. Et il se trouve que c'est un Chouvéna Yashuna magnifique. Et en face de ce mur qui est là, eh bien, on va voir tout un mur consacré à Chouvéna Yashuna juste en face. Donc, on va aller installer celui-là. À l'occasion du 25e anniversaire de la création du territoire du Nunavut, on a voulu célébrer cet événement historique très, très important pour le Canada, très important pour les cultures autochtones et pour les Inuits, évidemment, en particulier. L'idée est donc venue, en fait, de reprendre un des grands succès, je dois dire, de l'histoire du Centre culturel canadien, qui est l'exposition fantastique Kenoshoak-Achevac, qu'on avait fait en 2013. C'est une exposition qui avait absolument séduit le public français et plus largement européen. On est donc allé revoir Claude Beau et Michel Jacot, deux collectionneurs français qui possèdent une immense et absolument somptueuse collection d'art inuit, exclusivement d'art inuit. Pendant des décennies, ces deux personnes ont amoureusement collectionné des œuvres, gravures, sculptures de différentes coopératives du Grand Nord canadien, d'ailleurs. Mais comme c'était aussi le 65e anniversaire de la coopérative de Kingate, dans le Grand Nord, une coopérative fondée en 1959 et qui a eu non seulement une longévité, mais un dynamisme absolument exceptionnel qui fait que maintenant, on voit des œuvres de Kingate à travers le monde. Il a donc été décidé de consacrer cette exposition au studio de Kingate. On a donc ici représenté 3 générations d'artistes sur une 50aine d'années de production. On verra donc des gravures de différents types, aquateintes, pochoirs, gravures sur pierre, des lithographies extrêmement variées, mais en même temps qui donnent cette cohérence, je dirais non pas d'une école de pensée, mais vraiment d'une communauté très soudée qui travaille de manière très étroite dans un village d'environ 1500 personnes, où tout le monde se connaît. D'ailleurs, les générations d'artistes sont vraiment fascinantes à observer. Des grands-mères avec leurs petites filles qui travaillent ensemble dans le studio, des relations comme ça, de filiation et de transmission, d'ailleurs très importantes dans la culture inuite. Kenoshoak-Achevac, c'était notre base à cause de cette grande expo de 2013. Mais il y avait quand même une autre artiste qui devait pour moi absolument faire partie de cette expo, et c'est Chouvéna Yashuna. Elle ne fait pas partie de la collection Beau et Jacot, mais c'est vraiment une artiste qui circule maintenant à travers le monde. Elle a participé à des grands événements d'art contemporain. Elle a eu une mention spéciale du jury à la Biennale de 2022 de Venise, notamment. Mais c'est une artiste qui tout d'un coup nous fait voir le monde contemporain inuit d'une toute autre manière, avec les problèmes aussi réels associés à la vie transformée, traumatisée même de cette culture. Donc, nous avons un peu pour moi les deux pendants, Kenoshoak-Achevac, première génération, Chouvéna Yashuna de la 3e génération, qui dialoguent ensemble avec au milieu tous ces autres artistes. La coopérative dite de Cape Dorset, qu'on nomme maintenant Kingate, on a réalisé qu'elle faisait pratiquement le quart de notre collection, ce qui est énorme en proportion. Parce qu'effectivement, c'est une coopérative, c'est un foyer d'art inuit extrêmement important. C'est le plus important, la coopérative de Cape Dorset, qui s'est autonomisée
et qui a été géré en propre sur cette localité, a été dès le début accompagné par des artistes occidentaux venus du Sud, James Houston, Terry Ryan, Leslie Boyd, qui ont apporté leur savoir-faire tant sur le plan technique, quand il s'agit d'apprendre les techniques d'estampes, que leur savoir-faire de gestion, ce qui leur a permis d'éviter les aléas économiques qui ont plombé les autres sites de production, et qui ont donc permis une continuité, une qualité de production qui a donné la notoriété et la première place à cette coopérative dans le monde de l'art inuit. Pour moi, le défi énorme et en même temps très, très sensible, délicat, c'était de trouver une manière d'assembler toutes ces œuvres, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a 130, des gravures, je disais, mais aussi un certain nombre de sculptures. Toutes ces œuvres, donc, venant toutes du même lieu, de Kinngate. Et comment donc assembler sans prétendre le moindrement avoir un discours ethnologique ou d'avoir une position qui n'est pas légitime pour moi d'historienne de cette culture. Donc, il a été décidé vraiment de créer différents ensembles. Donc, pour moi, il y a un peu trois manières de grouper les œuvres ici, de manière à ce que le dialogue se passe de manière, j'espère, intéressante. Quelques regroupements sont par artistes, d'autres regroupements sont par thématiques, que ce soit la cosmogonie, les légendes, les animaux célestes, les animaux terrestres, les scènes de genre, par exemple. Mais aussi des questions structurelles et stylistiques. Le centre de l'exposition est très occupé par des œuvres où la structure en symétrie est extrêmement importante. Et donc, tout se construit à partir de cette symétrie. Un autre ensemble de sculptures, par exemple, seront faites basées sur le déséquilibre. Les figures seront sur un pied, avec toutes des compositions absolument incroyables qui font tenir donc cette matière autour de ce déséquilibre. On a la chance ici d'avoir une artiste contemporaine que je n'ai jamais rencontrée, que je ne connais que par ses œuvres et dont je n'ai jamais vu autant d'œuvres qu'ici, c'est Shuvina Yashuna. J'avais dans ma collection des œuvres de sa grand-mère. Et le continuum, il est évident, il n'y a pas eu de rupture, on n'a pas changé. La production inuite a été sur une habileté ancestrale, une part d'art populaire visée tout d'abord à l'utilisation interne du groupe, parce que chez les Inuits, comme au Paléolithique, le harpon décoré tue mieux que le harpon pas décoré. Donc il y a d'abord eu cette production, puis il y a eu un marché qui s'est créé après 1949. Les Inuits ont appris à s'adapter au marché pour des raisons commerciales, ont appris à faire des choses qui se vendaient, ont adapté leur production à quelque chose de totalement nouveau pour des nomades qui n'avaient qu'une seule chose lourde, c'était la lampe à huile. Ils n'avaient évidemment pas des objets de décoration sur leurs traîneaux, dans leurs igloos. Donc ils se sont adaptés à un marché. Et ça a été un continuum. Alors, si on veut dire, oui, l'art inuit est le seul art au monde dont on puisse donner la date et l'heure de naissance, c'est vrai. La première exposition sur la rupile à Montréal en 1949, c'est la naissance de l'art inuit contemporain. Cape Dorset a une particularité, c'est qu'il y a une grande activité d'art graphique, les estampes et le dessin, que vous voyez autour de nous, et il y a une production de sculpture, qui est importante aussi, mais qui a une particularité, c'est qu'elle est localisée, et chez les Inuits, quand on sculpte la pierre locale.
Pourquoi transporter difficilement des pierres qui viennent d'ailleurs? Vous ne trouverez donc pas, puisque c'est une exposition sur Cape d'Orsay, vous ne trouverez pas de pierre à savon du Nouveau-Québec, vous ne trouvez pas d'os de baleine, mais vous trouvez la somptueuse serpentine de Cape d'Orsay, de Kinggate, du sud de l'île de Baffin. Et cette pierre permet, avec un grain fin, avec cet aspect vert très chamarré, permet à l'artiste des détails que d'autres types de matériaux dans d'autres communautés ne permettent pas. Et donne donc une production plus rugueuse, plus archaïque. Mais l'adaptation aux caractéristiques du matériau permet des finesses de détail à cause de la finesse de la pierre de Cape d'Orsay, la serpentine. Alors, il y a aussi un ajout qui est très important pour moi dans cette exposition, c'est qu'on voulait quand même avoir une voix inuite d'aujourd'hui, quelqu'un qui vit là-bas, qui a une expérience sur place, qui n'est pas nécessairement une artiste du studio d'ailleurs. Donc, on a demandé à une jeune stagiaire qui travaillait cet été au studio de Kinggate, Kineta Mathiusi, de nous faire, et qui est une étudiante en cinéma à Edmonton, mais qui est inuite elle-même et qui donc a toute une relation avec ce village, de nous faire des vidéos sur place. Donc, on va découvrir le lieu à travers son regard à elle, la vie de la communauté à travers son regard à elle, et aussi une interview faite avec cette grande artiste, donc Shuvena Yashuna, sur place, tout récent, qui date de quelques jours.